Bonjour à tous, vous l'avez remarqué, le décor sur mon bureau a changé, tout simplement parce que mon écran principal a été décalé sur la gauche pour accueillir un deuxième écran de 32 pouces que j'ai en évaluation pour 3-4 semaines. Cet écran, c'est un écran 32 pouces de chez Asus, un gamme ProArt. Donc dans cette vidéo, ça va être essentiellement pour vous présenter cet écran, en sachant que cet écran, c'est un écran qui est fait pour les vidéastes, les illustrateurs, ceux qui font de la retouche photo, de l'édition de photos, donc si vous êtes par exemple photographe, ce ne sont pas des écrans qui sont faits pour faire de la bureautique ou des écrans qui sont faits pour faire du gaming. Donc si ce ne sont pas des domaines qui vous intéressent, ou si vous n'êtes pas curieux de nature, cette vidéo évidemment ne va pas vous être destinée puisque ce ne sont pas des écrans qui devraient vous intéresser. Les deux écrans que j'ai sur ce bureau sont très similaires en termes de caractéristiques, ce sont tous les deux des écrans à destination donc, de ce type d'activité, édition de photos, édition d'images, de vidéos, précalibrés d'usine, et ils ont à peu près les mêmes caractéristiques, c'est des 32 pouces, donc du 4K, en 60 Hz, et avec un delta E assez bas, du delta E inférieur à 1 ici, inférieur à 2 je crois ici, donc des écrans qui sont très très bons en termes de colorimétrie, en termes de calibration, de manière à ce que vous puissiez, en sortie de boîte, commencer à les utiliser. Le Asus a une petite caractéristique supplémentaire, c'est qu'il est fourni en plus avec une sonde ici de chez X-Rite, une sonde de calibration. Donc je vous montrerai dans une seconde vidéo comment on calibre cet écran. Dans cette vidéo-ci, je ne vais pas du tout me focaliser sur un avis technique sur cet écran, ce que j'en pense. C'est trop tôt, de toute façon ça fait que quelques jours que je l'ai. Je vais attendre la fin de mon test, donc dans 2-3 semaines, que j'ai à remballer cet écran et à le remettre dans son carton pour vous dire ce que j'en ai pensé. Comme ça me laisse le temps de me faire une idée. En attendant, si vous avez des questions sur cet écran qui ne sont pas répondues par cette première vidéo et que vous voulez que j'aborde dans une deuxième vidéo, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de vidéo. La vidéo est chapitrée. Et dans cette vidéo, on va parler de déballage et de mise en route de cet écran. Vous verrez rapidement les caractéristiques techniques de l'écran et puis l'installation donc sur mon bureau avec différents critères dont les menus et puis l'aspect esthétique et le cable management de l'écran. Voilà, c'est l'objectif de cette vidéo, pas de vous dire ce que j'en pense. Donc si vous voulez savoir ce que j'en pense, je vous donne rendez-vous dans quelques semaines. La vidéo va être un petit peu compliquée. Comme vous l'avez vu en titre de vidéo, Asus m'a prêté un écran, un superbe écran ProArt. Le carton est énorme et donc pour pouvoir le déballer, je suis obligé de me prendre un petit peu de courage. Le carton est dans le séjour, vous le voyez ici, c'est un énorme carton. Alors c'est un ProArt PA32 UCR, c'est un gros modèle, 32 pouces. C'est pas exactement le modèle que j'aurais aimé évaluer, je crois que celui que je recherchais à l'origine c'est le UCG, qui est un modèle, alors je sais plus si c'est 75 Hz ou 100 Hz. Celui-là c'est un modèle 60 Hz, mais il a une dalle compatible HDR 1000, donc c'est plutôt pas mal je vais pouvoir activer le HDR et regarder ce qu'il vaut. Au dos du carton, vous avez les caractéristiques de l'écran, donc il est 4K HDR, mini LED, et ça c'est super intéressant, je voulais vraiment voir les qualités d'un écran mini LED. Je vous réexpliquerai dans le détail l'apport du mini LED. Il est Quantum Dot, donc il a une colorimétrie qui est supérieure en fait à ce qu'on pourrait faire avec un panneau LED classique. 98% du spectre DCI-P3, Rec 2020, donc super hein, tout ça si vous voulez avoir des écrans pour faire de la retouche photo vidéo et surtout avec une colorimétrie ajustée avec un delta E inférieur à 1. Donc il est précalibré d'usine et vous pouvez ensuite avec Calman le recalibrer si vous avez besoin de faire de la retouche photo. Vous savez qu'un écran même calibré d'usine se décalibre avec le temps. Le rétroéclairage, que ce soit du mini LED ou autre chose, vieillit, et puis il y a évidemment les matériaux vieillissent. Et donc il faut régulièrement les recalibrer pour être sûr qu'on est toujours calibré et qu'on a toujours des couleurs qui sont cohérentes avec ce qu'on recherche en fait en termes de retouche. Donc c'est la gamme ProArt, il est frameless, donc il est quasiment sans bord. Précalibration, il est USB-C, enfin compatible USB-C, vous pouvez le mettre en vertical. iCare c'est pour la lumière bleue, donc c'est pour le soir si vous voulez éviter de vous abîmer les yeux, vous fatiguer les yeux, mais bon, sur un écran calibré c'est pas super pratique. La partie calibration, garantie 3 ans, je le garde 3 semaines. Donc je ne vais pas l'utiliser en tant qu'écran principal, je vais le mettre en bi-écran et en écran secondaire pour mon boulot. Mais je vais pas comme je le conserve pas, je vais pas remplacer l'écran que j'ai pour 3 semaines, ça vaut pas le coup. Mais au moins ça me permettra de me faire un avis sur les écrans de la gamme ProArt, puisque ce sont des écrans qui m'intéressent pour renouveler mon écran, alors complètement ou pour passer en solution bi-écran. Alors si vous commandez ce type d'écran, faites très attention, hein, le carton est volumineux. Je me suis pris un mètre juste pour vous donner quelques informations. Vous voyez le carton ici fait 35 par
90 et en hauteur il fait 52. Et en plus il est un petit peu lourd, alors il n'est pas très lourd, hein, vous pourrez le porter à une seule personne, il a les poignées équipées. Voilà, je vous fais le briefing sur le carton parce que c'est important de bien comprendre, quand on commande ces petites bêtes, l'écran paraît énorme et c'est normal puisque c'est un écran qui a quand même beaucoup de luminosité, beaucoup de contraste et donc forcément eh bien, la taille de l'écran, la taille du pied et la taille de l'alimentation sont en conséquence. Pour les informations de l'écran, vous avez tous les cartons énergie ici et puis son carton d'identification, enfin ses différents stickers d'identification ici. Donc c'est le PA32 UCR-K ProArt 32, c'est ce qu'il faut retenir. Les UC en général, c'est pour les gammes un petit peu à colorimétrie ajustée, pour pouvoir derrière faire de la retouche photo ou de la retouche vidéo. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que ce carton, vous voyez, il a une ouverture type télévision. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des taquets qui viennent tenir le carton, et le fond ici, c'est comme une télé en fait. Vous allez soulever le carton et l'écran va être dedans et c'est le haut en fait qui s'en va. Vous avez ici, vous voyez les petits taquets, vous voyez ici c'est marqué top, si vous regardez dans le bon sens, hop, c'est marqué top. Et donc vous ouvrez ici les petits taquets et hop, vous libérez le support. Donc ici vous aurez 4 supports à libérer et l'écran du coup le carton de l'écran pourra se sortir. Quand je vous ai dit que c'était du sport, c'est pour ça que je me suis pris un petit café, parce que c'est vraiment un très très gros écran à sortir, on sent le poids. Donc les petits taquets sont enlevés, je déballe et puis je vous montre ce qu'il y avait dedans. Vous avez ici les panneaux de protection et on va pouvoir voir enfin ce que vaut cet écran mini LED. Emballage tout en polystyrène, c'est un petit peu dommage de ne pas privilégier des emballages un peu plus éco-responsables, on va dire, voire même recyclables. Ici, emballage tout polystyrène. Bon, vu le prix du produit, en même temps, vaut mieux avoir un emballage qui protège bien qu'un emballage super écologique, mais on peut quand même faire l'investissement d'emballage tout carton pour éviter d'en mettre partout, parce que du coup, là, je suis obligé de passer un coup d'aspirateur, j'ai mis du polystyrène partout dans la pièce. Côté pied, on a un socle revêtement plastique avec quelques petits stickers publicitaires. C'est dommage, c'est quand même un écran haut de gamme. C'est dommage d'aller y accoler autant d'informations. De la même manière, on voit bien que c'est un ProArt, c'est bien visible. J'aurais préféré un petit gris tout sympa plutôt qu'un gros panneau blanc. Autrement dit, je trouve que ça manque un petit peu de sobriété pour un écran de ce calibre-là. Quelque chose d'un peu plus sobre aurait été souhaitable. Plastique donc mat, évidemment c'est très très lourd le pied puisqu'il doit maintenir l'écran quand il est vertical, quand il est horizontal et quand il pivote. Donc le fond est une plaque métallique, donc ça pèse un bon poids. Vous avez ici la petite vis sans fin qui va venir ensuite visser dans le bras, je vais vous montrer dans un instant, et les pieds, pour éviter de venir griffer votre plan de travail, votre surface, votre bureau, peu importe. Il y a un petit numéro de série, je ne sais pas ce que c'est, et donc évidemment ça va avec le bras. Bras que voici, donc toujours de la même manière, construction principalement métal, le reste, la finition c'est du plastique. Passage de câble ici sur le bas du bras, finition métal donc à l'intérieur, et puis connexion type VESA pour l'écran. Alors l'avantage, l'inconvénient évidemment, ce pied vous le payez. Pour beaucoup de professionnels, peut-être que vous n'allez pas avoir besoin du pied, c'est pour ça que des marques comme Apple par exemple dissocient le pied de l'écran. Pour autant, vous n'allez pas payer ce pied un prix monstre. Voilà, vous avez un pied de qualité, bien conçu, qui va pile avec l'écran évidemment, et pour un budget quand même qui reste raisonnable. Alors pour l'assemblage c'est facile, vous voyez ici vous avez les deux petits trous qui sont là avec la vis qui va là. Et donc je vous avais montré sur la plaque ici, vous avez l'inverse, c'est-à-dire la version mâle. Vous avez juste à assembler les deux, vous retournez la solution et vous vissez ici la vis. Voilà, alors vous vissez à main, c'est une vis à main. Vous pouvez ensuite, si vous voulez, donner un petit coup de tournevis, mais ça servira à rien. Juste avec la force de la main et le petit ergot qui est ici, vous allez verrouiller en position, ça ne bougera plus. Voilà, vous repliez bien le petit ergot, faites attention pour ne pas griffer votre surface de travail. Et le pied est assemblé, il suffira ensuite de venir clipser l'écran et puis ce sera fini. Côté écran, on fait maintenant le tour du produit. Donc vous avez le gros logo Asus ici, protégé par une petite pellicule autocollante. Alors que j'enlèverai ou pas, franchement pour 3 semaines, je pense que je vais la laisser comme ça. S'il est recyclé, réutilisé, il sera dans le meilleur état possible. La finition arrière, c'est une finition plastique, mais avec un effet, alors je sais pas si on le voit, il faudrait que je sois rasant, voilà, là ici on le voit bien. Effet classique de chez Asus, un effet un petit peu aluminium brossé.
Donc c'est joli, ça évite d'avoir un plastique granuleux ou un plastique moche. Au final, une belle finition. On voit ici l'arrière de l'écran. Alors on dirait qu'il y a une trappe qui va là. J'ai pas vu le bout de plastique, donc j'irai rechercher dans le carton si par hasard il y avait bien le bout de plastique. Vous avez ici les numéros de série de l'écran, et on voit une alimentation. On voit ici l'interrupteur, donc on-off, qui est super agréable à manipuler. 3 prises HDMI, une prise DisplayPort. Ici, on a une prise qui a été fermée, donc ça doit être une prise. Alors, soit c'est une prise qui est réservée, puisqu'il n'y a pas de siglage, soit c'est une prise de chaînage. Il faudrait que je me renseigne dans le manuel, je ne sais pas. Vous avez ici une prise Power Delivery. C'est la prise sur laquelle vous allez pouvoir brancher, par exemple, un ordinateur portable. Et du coup, en un seul coup, l'écran, l'alimentation d'écran va alimenter votre ordinateur portable, et l'ordinateur portable, via l'USB-C, en DisplayPort intégré dans l'USB-C, va envoyer l'image directement à l'écran. Vous avez ici la deuxième prise USB-C qui est, elle, une prise de data, avec un hub intégré, donc 2 prises USB. Alors je crois que c'est du 3.1, mais je vérifierai, je vous mettrai exactement, c'est du super speed, je vous mettrai exactement les caractéristiques de ces prises. On voit qu'il y en a une des deux qui a des capacités additionnelles par rapport à l'autre. Et enfin une prise casque qui servira peut-être pas à grand monde, mais au moins vous pourrez sortir le son qui vient par exemple des prises HDMI. Verrou Kensington, si vous voulez éviter de vous faire piquer votre écran, que vous travaillez en bureau par exemple. Sur la tranche ici, vous avez le siglage pour les boutons qui se trouvent être là. Donc là vous avez un petit pad, donc ça c'est très bien de la part d'Asus. Plutôt qu'avoir des boutons directionnels, vous avez un pad cliquable. Donc vous pouvez aller dans les menus, au bas gauche droite. C'est assez naturel, même si tout ce qui est interface ergonomie est sur l'arrière de l'écran. Vous voyez que du coup ça reste relativement facile à utiliser. Et puis de toute façon, quand on a un écran borderless, forcément il faut bien mettre les commandes quelque part. Ils auraient pu les mettre sur le côté, sur l'arrière, c'est pas plus mal. Donc ici ce sont des boutons configurables, j'imagine, tous ces boutons là. Le seul bouton qui est spécial, on voit le siglage ici et sur le bouton, c'est un bouton marche arrêt, qui est lui aussi sur l'arrière. Voilà, on voit aussi Design by Asus in Taiwan. Asus est une marque taïwanaise. Je crois que c'est à peu près tout pour l'écran. On vérifiera les tranches une fois qu'il sera installé sur son pied. Et puis je vous montrerai aussi évidemment la qualité de la dalle. Enfin, pour la fixation de l'écran de la dalle sur le socle, sur le pied, c'est assez facile. Vous avez ici, vous voyez les deux petites pattes métalliques. Il va suffire de clipser l'écran par le dessus en le faisant coulisser et glisser dans ces deux crochets-là. Vous le rabattez et il va venir se verrouiller sur les deux crochets qui sont ici. Voilà, sinon, vous faites une installation VESA traditionnelle si vous avez déjà un pied mono multi-écran selon votre préférence. Moi, je le fais en version ici, en version avec le pied Asus. Donc, je le fais en live. Faites-vous aider si vous voulez être sûr de ne pas vous rater parce que ça coûte quand même cher de le faire tomber. Et voilà. C'est clipsé. Alors par contre, je sais pas comment on le déclipse, je ne vois pas le bouton de déverrouillage, mais on verra ça plus tard, on n'en est pas à le retourner pour le moment. Je me suis attardé sur la partie déballage parce que c'est quand même un écran qui est cher, mais qui est aussi lourd et encombrant. Il est épais, voilà, donc faites très attention, ayez l'espace autour de vous quand vous allez travailler sur cet écran pour le mettre en place. Ne soyez pas confinés dans un petit espace, surtout si en plus vous avez le carton autour de vous. Faites-vous de l'espace parce que ce serait quand même dommage en, je sais pas, perdant l'équilibre, en essayant de le clipser ou des choses comme ça, d'endommager votre écran tout neuf. Si vous voulez vous faire aider, vous pouvez, honnêtement ça se fait très bien tout seul, mais c'est quand même un peu lourd. Donc voilà, il faut quand même avoir un petit peu d'espace pour travailler autour. C'est une belle bête, hein. Un 32 pouces c'est déjà gros. Après ça, il y a des gens qui ont des ultra-wide 40 et autres. Vous savez ce que c'est d'avoir un écran très gros, très lourd. Mais ici, en fait, vous avez le poids d'un écran ultra-wide au-delà des 32 pouces, sans en avoir l'encombrement, parce qu'en fait, il est lourd par ce qu'il y a en fait dans la dalle. Caché dans le haut du carton, donc il faut démonter tout le polystyrène pour y avoir accès, vous avez ce que je cherchais en fait à l'origine. Alors, je savais pas, je me rappelais plus s'il y avait la sonde fournie toujours avec ou pas, c'est le cas. Donc c'est un des ProArt qui est livré directement avec une sonde pour recalibrer en fait l'écran et surtout le paquet d'accessoires. En termes d'accessoires, donc vous avez vu, on a la sonde de calibration, on va revoir ça dans un instant, c'est additionnel on va dire par rapport à l'utilisation de l'écran, pratique mais additionnel. On va quand même regarder le cœur des accessoires, c'est-à-dire ce qui est dans ce carton. Donc déjà, premier truc, alors on a ça, c'est pas exceptionnel, on a ça sur tous les écrans qui sont précalibrés d'usine, mais on a le réglage de calibration d'usine de cet écran-ci en particulier. Donc vous avez ici les réglages, donc il est en DCI-P3 avec un delta E inférieur à 1, on voit ici 0.83, 0.36 en Adobe RGB et en sRGB 0.6. Donc autrement dit, en sortie d'usine, il est quasi parfait.
Quand on est en dessous d'un delta E 3, entre 2 et 3, on est déjà très très bien. C'est largement suffisant pour la majorité des utilisateurs. Quand on est pro, effectivement, on descend un petit peu avec un delta E, mais honnêtement, c'est pour l'uniformité entre les écrans. L'œil percevra assez peu la différence. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est très très bon. Leur papier chez Asus est hyper épais, et ça fait partie de l'expérience aussi de l'achat de ce type de produit, d'avoir ce type d'information. Quand vous achetez votre écran, vous voyez c'est pas juste un écran qui est sorti d'une usine et puis qui a été mis dans un carton et que vous le recevez, que vous pouvez vous-même calibrer ensuite pour récupérer un réglage, alors peut-être pas aussi bon que celui-là, mais largement satisfaisant. Ici, tout a été fait en usine pour que vous ayez les meilleurs réglages possibles en sortie d'usine. Donc ça fait une différence, surtout pour les utilisateurs qui ont besoin de ce niveau d'exigence. Je pense en particulier aux professionnels, monteurs vidéo, retouches photo et compagnie. Mais peut-être que en tant que particulier, vous avez aussi ce type de besoin. Vous faites de la photo amateur, mais vous avez quand même besoin d'un écran de qualité. Eh bien, c'est le type de produit qui peut correspondre à vos attentes. Vous bénéficiez du service VIP Asus, étant donné que c'est un produit, on va dire, de haut de gamme de chez Asus. Vous avez un câble d'alimentation, qui doit faire 1m50, j'ai 1m20, 1m50, classique. Donc c'est les câbles d'alimentation que vous pourrez remplacer si vous voulez, donc si vous êtes sur onduleur ou autre, pas de souci, ce sont des fiches d'alimentation standard. L'alimentation est intégrée directement dans l'écran, donc on ne perd pas de place sur son bureau. Câble DisplayPort fourni, alors j'ai aucune idée de quelle version de DisplayPort c'est, mais bon, a priori ça suffit pour faire l'usage de cet écran, c'est-à-dire principalement bureautique, retouche photo, montage vidéo. Ici, ah bah c'est très bien puisque je me posais la question tout à l'heure et j'ai la réponse. Il y a bien une plaque qui va à l'arrière de l'écran qui permet de cacher les câbles. On testera vite fait. Alors c'est une vulgaire plaque en plastique, mais je trouve l'intention intéressante. Ça se clipse et puis comme ça, si jamais on voit le dos de votre écran ou si vous voulez vraiment éviter, je sais pas, l'accumulation de poussière par exemple, vous avez une petite plaque pour venir fermer la partie connectique et que ce soit tout propre, avec une sortie évidemment en bas, sortie des câbles. Deuxième câble, ici on a de l'USB-C vers USB-C, câble très épais, donc qui servira au Power Delivery, donc transmission d'alimentation, mais aussi évidemment à l'affichage vidéo si vous voulez faire de l'affichage vidéo. Les petits stickers, donc qui sont obligatoires légalement sur la consommation d'énergie européenne et maintenant du coup anglaise, Royaume-Uni. Et puis enfin, le petit fascicule ProArt qui est très joli. Noir mat avec des lettres en doré, très très beau. Donc petite enveloppe, et dedans on a, hop, très très beau. Vraiment, ouais, honnêtement, ça sert pas à grand chose, mais on a l'impression d'être sur un produit premium quand on reçoit ces petites attentions. Donc on a l'affiche cartonnée ProArt, bienvenue dans la famille ProArt, ça a été précalibré avec Calman, etc. Et vous avez donc les siglages en doré sur le carton, un petit carton d'invitation dans la famille Asus. Et ici donc le manuel rapide de mise en route. Donc on voit la mise en place du cache, la mise en place du pied. Il faudra d'ailleurs que je me renseigne pour enlever le pied de derrière l'écran. Et vous avez donc le branchement sur le secteur, le branchement HDMI ou DisplayPort, et puisque vous pouvez évidemment brancher les deux en même temps et basculer en fonction de vos besoins. L'USB-C Power Delivery que vous pouvez brancher sur un écran ou directement sur un ordinateur portable, et puis on le voit ici, branchement des périphériques avec le switch USB intégré directement sur l'écran, et évidemment la sortie casque pour les gens qui auraient besoin de son et qui n'ont pas des haut-parleurs. Voilà en ce qui concerne le manuel, c'est succinct, vous voyez j'ai même pas l'information pour démonter le pied, donc pour le reste j'imagine que tout se passera en ligne, il faudra aller consulter le manuel beaucoup plus complet en ligne. Concernant maintenant la sonde, alors la sonde elle est fournie avec l'écran pour le recalibrer régulièrement. C'est additionnel, je vous l'ai dit, il arrive précalibré d'usine, donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser la sonde, au moins en tout cas quand vous démarrez votre écran, mais si vous êtes équipé de plusieurs écrans, ça peut être quand même intéressant de vérifier avec une sonde que votre écran est correctement calibré. Donc c'est une sonde siglée Asus, mais derrière c'est du standard, donc on voit ici c'est une X-Rite. Dedans, alors emballage plastique, ça c'est malheureux, on aurait pu avoir un emballage carton, ça aurait été très bien. Donc c'est la sonde i1 Display Pro Plus, j'imagine. Vous avez ici les petits remerciements de X-Rite et Pantone, et vous avez la sonde dans le plastique qui est là. Donc c'est une sonde USB que vous branchez donc sur, j'imagine, l'ordinateur, pas l'écran, enfin même si vous avez le switch USB sur l'écran, et donc la sonde est ici. Avec le montage sur un pied par exemple si vous voulez la faire tenir, et ici la partie pour venir
filmer quelque part l'écran pour vérifier la colorimétrie de l'écran. Donc évidemment, vous avez le manuel ici si vous voulez apprendre à l'utiliser correctement et recalibrer votre écran, ou faire en tout cas un profil colorimétrique adapté à la luminosité ambiante, la luminosité de l'écran, comme vous l'utilisez en fait. Donc moi je vais en profiter aussi pour recalibrer mon écran Philips, comme ça en même temps je pourrais vérifier s'il est décalibré, puisque c'est aussi un écran calibré d'usine en Delta E, inférieur à 2 je crois. En tout cas je pourrais vérifier s'il est toujours calibré et s'il a besoin d'être recalibré. Voilà en ce qui concerne l'addition à cet ensemble qui est déjà qualitatif, qui est donc la sonde. Concernant les branchements, vous voyez que ça peut faire très rapidement hyper propre avec la petite plaque de finition que j'ai mis ici. Je vais l'enlever pour vous montrer à quoi ça ressemble derrière, mais j'ai mis câble d'alimentation, câble HDMI et câble DisplayPort, et vous voyez qu'au final, même si vous le mettez à la verticale, on voit une toute petite tranche de rien du tout. Donc ça reste très élégant, par rapport par exemple à cet écran-ci, qui lui n'a pas le cache. Sur cet écran-ci, ça fait quand même assez propre. Et du coup, ça explique la finition arrière qui est plutôt jolie. Si on voit à l'arrière de votre bureau, je pense que ça a du sens, ce type de cache. Ça fait vraiment propre sur un bureau. Alors derrière, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est juste clipsé, hein, donc vous pouvez très facilement, alors délicatement, mais très facilement, retirer le cache. Et vous voyez que j'ai le câble d'alimentation qui sera connecté là. Alors évidemment la prise, enfin l'interrupteur plutôt, qui pilote la prise est non accessible une fois que vous avez le cache, donc vous n'oubliez pas de l'allumer, sinon vous aurez des petits soucis, il faudra tout redémonter. Donc prise HDMI, la prise HDMI va sur mon ordinateur fixe qui est ici, puisque j'ai que 2 sorties que je peux exploiter, une DisplayPort, une HDMI, et la DisplayPort est déjà sur cet écran-ci. Et la prise DisplayPort, elle, part sur le dock Thunderbolt qui est ici, qui sert à connecter mes ordinateurs portables, et qui a également déjà une prise qui s'en va vers mon premier écran. Donc normalement ça devrait fonctionner en bi-écran, ça va pas être idéal, de toute façon vous allez voir le montage final, c'est un petit peu horrible, je suis obligé de mettre les écrans devant les enceintes, mais c'est temporaire. Comme c'est pour 3 semaines, je me sentais pas de tout changer chez moi. Pour 3 semaines, j'ai décalé l'écran, je mets le deuxième sur le bureau, comme ça je pourrai comparer les deux l'un côté de l'autre, et ça me donnera une bonne idée. Maintenant que vous avez vu comment ça se câble, je remets le cache, je fais passer tous les câbles derrière le bureau, je les connecte évidemment aux différentes machines, et puis je vous montre ce que ça donne en action. L'installation est réalisée, alors c'est pas si mal que ça, mais je vous le concède, ça reste quand même assez horrible, parce que j'ai les écrans qui sont devant les enceintes. Vous vous doutez bien que si c'était issu d'un achat personnel et si cet écran restait sur mon bureau définitivement, c'est pas du tout comme ça que j'aurais fait la configuration. Déjà 2 écrans de 32 pouces sur un bureau, c'est énorme. Vous voyez que, alors ça rentre sur mon bureau, mais il y a des sacrifices à faire, et le sacrifice, ça aurait été ces enceintes. Si je partais sur 2 écrans 32 pouces, qu'à un moment donné j'imaginais, je pense que je les aurais mis soit l'un au-dessus de l'autre avec un bras, soit passer cet écran-là en secondaire, en imaginant que ce nouvel écran qui est bien mieux est mon écran principal, cet écran-là en principal, et cet écran-là à droite en vertical en secondaire. Puisque l'objectif c'est d'avoir un écran additionnel pour mettre du contenu supplémentaire. Sinon ça fonctionne, donc je vous l'ai dit, j'ai branché alimentation donc sur l'onduleur, et alors, on voit les câbles ici qui passent, à nouveau c'est moche, mais câble HDMI, sur la tour. Et donc du coup, si j'active la machine, donc on voit Windows Hello ici qui se déclenche. Alors pas de fonctionnalité supplémentaire sur cet écran-ci, ici sur celui-là, rappelez-vous j'avais Windows Hello, celui-là n'a pas du tout de caméra intégrée, tout ça, c'est vraiment le strict minimum. Et voilà, alors ne comparez pas le rendu sortie de boîte, évidemment c'est plus flatteur de ce côté-là, mais c'est exactement comme vous allez dans un showroom, tout est poussé à fond, il faut de toute façon que je vérifie en termes de luminosité, contraste et compagnie. Mais c'est un écran mini-LED, donc si vous connaissez la techno mini-LED, c'est beaucoup plus flatteur qu'une dalle IPS à rétroéclairage traditionnel. Pourquoi? Parce que vous avez des zones de rétroéclairage beaucoup plus précises. Donc ici, l'écran est pas réglé, donc ça on le verra dans une deuxième vidéo, je l'aborde pas tout de suite. L'autre chose que je voulais préciser, et le câble est tendu à mort, vous le voyez ici, il part là, c'est qu'il va directement sur mon dock en écran secondaire, et donc du coup je vais pouvoir utiliser aussi l'écran en écran secondaire pour mes ordinateurs portables, donc que ce soit mon ordinateur personnel ou mon ordinateur de travail. Donc comme ça j'aurai du bi-écran, et sur pas mal de dizaines d'heures je vais pouvoir comparer le rendu en fait de cet écran par rapport à celui-là qui est aussi un écran calibré
4K 32 pouces. C'est vraiment des écrans de calibre, on va dire, similaire. Ils sont à des budgets, ils étaient en tout cas des budgets similaires au moment de leur sortie, donc ça permettra d'avoir une bonne comparaison. Donc il ne me reste plus qu'à enlever les autocollants. Au niveau gestion des câbles chez Asus, vous voyez que c'est sympa, mais sans plus. C'est-à-dire que le fait que le trou soit mis directement ici dans le pied, ça fait que les câbles vont être guidés vers le bas et passer dans le trou pour aller ensuite partir donc vers votre machine fixe, machine portable, peu importe. C'est bien, ça évite qu'il y ait des câbles qui traînent sur le bureau, mais ça rend les câbles visibles. Comparé, vous voyez, à mon écran qui est ici, les trous sont un peu plus hauts, en fait, les passages de câbles sont plus hauts, ce qui fait que les câbles sont un peu plus plongeants. Alors, on les voit ici parce que je fais exprès de vous les montrer, mais quand on est face à l'écran, on les voit beaucoup moins, en tout cas, que ce type de pied. Voilà, donc je trouve ça un petit peu dommage, ça rend les câbles plus visibles qu'ils ne devraient l'être, et donc c'est pour moi un petit peu embêtant. Concernant les finitions de cet écran, vous voyez qu'il est vendu comme étant borderless. Alors c'est pas borderless dans le sens où il n'y a vraiment qu'une bordure. Je vous remets un peu l'image que vous voyez bien. Il y a quand même une petite bordure, c'est la même en fait, quasiment la même épaisseur que l'écran à côté de le Philips. Comme je veux pas dire de bêtises, j'ai pris un réglé, ça fait on va dire 7 mm à peu près. Donc c'est pas non plus excessif, mais c'est pas borderless dans le sens où vous avez une image qui touche le bord de l'écran. C'est ce qu'on appelle en fait le borderless. Et en bas ici, vous avez quand même une bordure qui est beaucoup plus épaisse que les autres bordures. Donc vous avez en fait cette finition à l'avant qui est assez jolie, hein, qui fait métalliser avec le logo Asus. Alors moi je trouve ça dommage d'avoir le logo visible. Et puis sur le pied aussi, vous avez un logo qui est extrêmement visible, donc ça c'est un petit peu dommage, j'aime bien les trucs très sobres, et l'avantage que vous avez sur ce type d'écran par exemple, qui sont aussi des écrans professionnels, c'est que vous faites ça, hop, et c'est fini, on voit plus la marque de l'écran, donc c'est autrement plus sobre, et puis vous voyez qu'il est borderless sur les 4 côtés celui-là, alors que celui-là a une petite bordure sur le bas. Donc côté borderless, sympa, mais on va dire classique, c'est donc une image qui va vraiment jusqu'au bord de l'écran. Par contre, un écran qui est assez épais, vous le voyez ici. Forcément, c'est du mini LED, donc la partie rétroéclairage est un petit peu épaisse. Ça reste un écran LED Quantum LED, plus derrière le rétroéclairage mini LED, et donc forcément un écran au final relativement épais. Alors c'est pas hyper épais, mais vous voyez quand même que ça fait une certaine épaisseur. La finition générale, avec les évents de ventilation, et sur le dessus ici, c'est du plastique partout, hein. Il y a juste le devant ici, avec le petit voyant d'allumage, qui lui fait un petit peu sympa, je trouve, avec son petit éclairage ici blanc, qui va passer en orange dans un instant, donc le temps que l'écran s'éteigne, et donc un petit éclairage en veille en orange, voilà, orange-rouge. Très discret, beaucoup plus discret que l'éclairage blanc clignotant ici que j'ai sur le second écran, blanc qui est un petit peu trop visible. Même quand l'écran est allumé, on voit beaucoup moins en fait le voyant. Et la deuxième chose qui est significative sur cet écran, là, vous voyez que ce sont des écrans qui sont tous les deux mat anti-reflet. Alors celui-là a des traces de doigts, il faut que je le nettoie. Il avait déjà des traces de doigts en fait quand je l'ai déballé. Par contre, si vous regardez, alors ça va être difficile de vous montrer, mais on voit une démarcation entre le bord de l'écran et le bord de la dalle de l'écran. Vous le voyez ici, la dalle est verdâtre sur cet écran-ci, avec un bord noir. Et sur celui-ci, toute la dalle est du même aspect. C'est beaucoup plus joli à regarder. Ça ne change, je pense, strictement rien à la qualité d'image, mais vous voyez que ça fait une différence sur, je trouve, le look de l'écran. Au final, ce sont tous les deux des écrans modernes, mais celui-là a un côté un petit peu plus vieux, il donne un look un peu vieux à l'écran, alors que le fait d'avoir une dalle uniforme ici sur toute la surface, d'avoir un noir profond, mat, c'est quand même plutôt sympa. Donc c'est pas un écran glossy, même si vous voyez qu'il brille un tout petit peu, mais il gère assez bien les reflets de lumière, il est donc plutôt mat. Par contre, vous voyez que quand l'écran est sous tension, ça se voit à peine, mais ici on voit une dalle légèrement violacée. C'est pas un noir complet puisqu'il y a un tout petit peu le rétroéclairage activé, et donc on voit les bordures en noir plus profond. Voilà, donc ça c'est la petite nuance entre l'écran allumé et l'écran éteint. Vous voyez ici la légère bordure, la légère démarcation quand l'écran est allumé. Et puis de toute façon, une fois que vous affichez une image de couleur, hein, vous verrez bien ce petit bord noir, puisque l'écran, même s'il est presque borderless, a une toute petite bordure. Quand l'écran s'éteint, moi je trouve pas ça super élégant. Vous voyez que ça fait une dalle toute bleue, avec un logo pas de signal. Je préfère la version ici à gauche, toute noire, avec juste un petit panneau d'affichage. Ça fait quand même moins choquant pour les yeux que le gros affichage bleu. Quand l'écran est en veille et que vous appuyez sur la touche menu, vous allez accéder
au menu, donc évidemment ça le rallume, hein, vous allez voir ici, il se rallume, et vous allez avoir le menu sélection des entrées, donc il a les 3 entrées HDMI, l'entrée DisplayPort, l'entrée USB-C. Évidemment, je vais bouger ma souris pour que vous le voyez, mais évidemment, par défaut, si vous rallumez l'écran et qu'il y a une source qui se met sous tension, vous avez l'écran qui va sélectionner automatiquement la source. Il n'y a rien à faire, c'est automatique. Si maintenant vous avez plusieurs sources branchées sur cet écran, effectivement, il faudra aller dans les menus pour choisir la source qui doit gérer l'affichage. Pour aller dans les menus, c'est facile, vous mettez la main comme ça sur le côté, vous appuyez sur la touche menu. Ça fait apparaître le menu avec un rappel, puisque vous avez la main ici, donc vous avez un rappel pour vous rappeler les différents menus qui existent. Donc vous avez menu, annuler le menu, les sources et différents réglages, dont les réglages rapides qui sont customisables. Et puis ici, vous avez le menu qui apparaît. Le truc qui est bien, c'est le pad au bas gauche-droite qui est beaucoup plus pratique que l'écran que j'ai ici. Par contre, le truc qui n'est pas idéal, je trouve, c'est l'emplacement de ces menus. Je les préfère en dessous. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans une configuration comme ça, multi-écran, et que vous voulez absolument que vos écrans se touchent, vous voyez que celui-là, ça pose pas de problème puisqu'il se trouve sur la droite, mais s'il se trouvait sur la gauche, c'est fini. Je peux plus accéder au menu, puisque vous avez un autre écran sur le côté. Donc dans des configurations comme ça, où ce sont des écrans qui sont majoritairement utilisés côte à côte, je préfère avoir des menus qui sont sur le dessous. C'est bien plus pratique, le dessous ou le derrière-dessous, c'est bien plus pratique que des menus qui se trouvent sur le côté. Bref, je vous montre quand même le menu, alors vite fait, on va pas aller dans tous les détails, mais je vous montre quand même de quoi est capable cet écran. Vous avez d'abord le premier menu qui est le plus important, qui est le réglage ProArt. ProArt, en fait, ici, avec différents pré-réglages d'usine. Vous avez le mode standard, le mode sRGB qui est compatible Energy Star. Vous avez Adobe RGB, Rec 2020, DCI-P3 pour les pré-réglages colorimétriques, on va dire, pour les gens qui ont besoin de faire de la retouche photo principalement. Et puis différents autres pré-réglages en termes de colorimétrie. Et enfin, assez important, 2 modes utilisateurs que vous pouvez customiser complètement en fonction de vos besoins. Donc si vous voulez y aller avec la sonde, vous réglez en mode utilisateur et ensuite vous passez la sonde. Donc moi je reste pour le moment en mode standard, comme ça me permet de comparer avec mon autre écran, et ensuite je testerai, j'ai essayé le Rec 2020 en particulier, sachant que certains menus se désactivent en fonction du type de réglage que vous choisissez. Et si je vous montre aussi le menu ici, vous avez la référence de l'écran, le mode ProArt choisi, l'entrée, enfin la source sélectionnée, la définition de la source et la fréquence de la source. Alors c'est un écran 60 Hz, donc de toute façon la plupart du temps vous aurez du 60 Hz. Et si vous êtes dans un mode qui vous permet de faire des réglages, eh bien vous aurez le filtre de lumière bleue, moi je vous conseille de le laisser à 0, sinon vous pouvez évidemment le régler sur 5 niveaux dont 1 désactivé, mais si vous faites ça, vous allez quelque part altérer un petit peu la colorimétrie globale de l'écran. Luminosité, contraste, saturation, teinte, température de couleur, alors qui existe sur plusieurs variantes, le gamma, la couleur, le niveau de noir et la réinitialisation de ce menu-là, dans le menu couleur. Tous les menus ne sont pas accessibles en fonction du type de preset que vous avez. Ça, on le reverra dans la conclusion de la vidéo. C'est logique, en fonction du pré-réglage de base, c'est normal de ne pas pouvoir altérer par exemple la luminosité pour éviter d'avoir des déviances de colorimétrie. Côté ensuite réglage de l'image, vous avez la possibilité de régler la netteté, l'anti-ghosting, je crois, trace free, le contrôle de l'aspect si vous voulez plein écran, donc vous voulez que ce soit l'électronique interne de l'écran qui refasse une mise à l'échelle, ou si vous voulez laisser la mise à l'échelle à la source en fait. Une compensation d'uniformité, les plages d'entrée, ça c'est pour les plages en termes de noir, donc est-ce que vous partez de 16-235, 16-254 ou en auto, ou en full si vous avez un écran, une source qui le supporte. Gestion du son, vous pouvez régler le volume, l'écran a des haut-parleurs intégrés, alors ils sont pas exceptionnels, mais ils sont corrects, ça suffit largement pour, on va dire, un call téléphonique ou une petite vidéo. Par contre, c'est pas du tout pour regarder un film ou des choses comme ça. C'est pas du tout ce niveau de qualité-là, et vous pouvez le mettre sur muet si vous voulez. Concernant l'audio, je vous fais un petit exemple, mais de toute façon, via mon microphone et puis la compression YouTube, c'est impossible de se faire un avis. Bon, si vous vous dites que le son est bon, ça n'a rien à voir avec l'écran, j'ai l'ampli SMSL SA300 et les enceintes Klipsch qui étaient au travail, des enceintes malheureusement qu'on ne voit plus pour le moment, puisque forcément j'ai les écrans devant. Je vous mets vraiment ce coup-ci le son d'écran que vous puissiez voir en comparaison.
Donc pour ça, vous voyez ici, j'ai la liste des sorties. Donc ces deux écrans sont équipés de haut-parleurs intégrés. Hein. Ici, je choisis bien maintenant le PA32 UCR et je vous mets la même piste sonore que je remets d'ailleurs au début, que vous puissiez bien comparer. Voilà, je vais pas vous dire que le son est pourri, mais c'est sûr que musicalement, il reste pas grand-chose, il n'y a pas de basse, les médiums sont quasiment absents, il y a beaucoup d'aigus, mais pas de très bonne qualité. Ce sont clairement pas des enceintes, des haut-parleurs en tout cas, qui sont prévus pour de l'écoute musicale. Hein. C'est vraiment du dépannage, c'est bien qu'il y en ait. Si vous avez des petits sons Windows, des trucs comme ça, ou éventuellement un appel téléphonique, ça suffira, mais n'allez pas plus loin. À ma connaissance, il n'y a pas de microphone, j'en ai pas vu. Donc je pense que cet appareil n'est pas équipé du tout de microphone. Vous avez les modes Picture in Picture et Picture Back Picture, je ne sais plus comment ça s'appelle, en tout cas soit vous splittez l'écran, soit vous injectez une petite image sur votre grande image, et puis évidemment vous pouvez configurer tout ça si vous l'activez en choisissant la position et l'intégration dans l'image source. Quick Fit Plus, honnêtement, c'est vraiment pour les gens qui en auraient besoin. Vous pouvez avoir des règles qui s'affichent à l'écran, vous pouvez avoir des choses de ce type-là. Vous la voyez là-haut, vous avez des règles ici, donc des quadrillages pour avoir une conversion pixel centimètre. C'est très très anecdotique, je vous le montre mieux parce que je ne sais pas si on l'a bien vu. C'est très très anecdotique, mais pour les gens qui font de l'édition, on va dire de l'illustration ou vraiment du dessin, ça peut être assez pertinent d'avoir ce type de possibilité. Quick Fit, ce sont des réglages très particuliers. Pour le reste, je vous laisse consulter le manuel. C'est vraiment très 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 particulier pour les gens qui en auraient besoin. On passe ensuite à la sélection d'entrée. Alors évidemment, parmi ces menus, il y en a que vous avez en accès direct, dont la sélection d'entrée. Hein. Vous avez directement, je vous montre tout de suite, ici, quand vous appuyez une fois sur le bouton, vous voyez ici, il y a le petit bouton sélection d'entrée. Si vous appuyez dessus, hop, on arrive dans le menu spécifique sélection d'entrée, qui est le même, mais en fait isolé du menu général. Donc vous pouvez y accéder de plusieurs manières, et c'est pour ça que je vous dis que mettre le menu sur la droite, ça peut être problématique si souvent vous avez besoin de ce type de réglage et qu'il n'est pas facilement accessible. Donc vous avez les différentes sources, DisplayPort, l'USB type C qui en plus peut recharger votre smartphone ou votre ordinateur portable que vous branchez dessus. Enfin, la configuration de l'écran. Donc vous avez l'aperçu HDR qui permet d'avoir une comparaison avant-après HDR, puisque cet écran supporte le HDR. L'atténuation dynamique, alors là, pour le coup, on en reviendra dans la conclusion là-dessus. Je l'ai arrêté parce que quand on l'active, il y a vraiment des artefacts colorimétriques horribles, et je ne comprends pas que ce soit activé par défaut. Ça permet d'avoir visuellement quelque chose qui est plus sympa, qui s'approche un peu de l'OLED si vous voulez en profondeur de noir, mais ça crée vraiment des problématiques de rendu de couleur, je trouve, donc je l'ai désactivé. Vous avez des possibilités d'économie d'énergie, deux niveaux de réglage, profond et classique. La configuration de l'OSD avec la transparence et tout ça, et la position, donc vous pouvez régler ici. La langue, je l'ai mis en français juste pour voir, mais ça se comprend très bien, la traduction est bonne, donc vous pouvez l'utiliser en français. Et pour le DisplayPort, vous pouvez aussi changer la norme DisplayPort de la A1 à la 1.2, si jamais vous avez du matériel un petit peu ancien. Vous pouvez verrouiller les réglages et avoir des effets, dont le réglage d'indicateur d'alimentation, qui peut s'éteindre complètement. Alors ça c'est sympa, si vous en avez besoin, vous êtes travaillé dans une pièce où vous n'avez pas besoin de perturbations lumineuses, vous pouvez activer ça, et vous allez voir ici le petit voyant, donc du coup se désactive. Vous me croyez sur parole qu'il est désactivé, de toute façon je vous le réactive pour vous montrer, hop, le revoilà. Mais il est tellement discret en fait, il est tellement léger, qu'on voit à peine quand il est allumé, donc il n'est pas très très gênant. La dernière chose, c'est que vous avez un menu de réglage des raccourcis, donc vous pouvez ici créer des raccourcis. Par défaut, vous avez luminosité en raccourci 1, mais vous voyez que vous pouvez régler tout ce qui est là. Alors je vous les montre vite fait, comme ça vous saurez ce que vous pouvez mettre. Et pareil sur le raccourci 2, par défaut c'est HDR, mais vous pouvez aussi mettre autre chose. Et le réglage que vous aurez mis, par exemple je vais vous mettre contraste ici. Si je quitte le menu et que j'appuie un coup ici, vous verrez que le logo change. C'est sympa puisque ça vous permet de vous rappeler ce que vous avez mis comme réglage rapide. Voilà, en ce qui concerne le menu, il est très très bien pensé, largement suffisant pour ce type d'écran, et en plus, très ergonomique avec le petit pad à l'arrière. C'est juste la localisation qui peut poser problème à certaines personnes, mais sinon pour le reste, c'est très bien. Concernant les réglages de l'écran, je vous laisse consulter le manuel, mais vous pouvez évidemment le basculer un petit peu en arrière. Vous pouvez le basculer un tout petit peu incliné vers l'avant, donc suivant vos préférences, et puis ça peut être pratique
en fonction de la hauteur de votre bureau. Vous pouvez évidemment le régler à gauche et à droite, mais bon, vous pouvez aussi déplacer le pied si vous préférez, hein. Là vous n'aurez pas l'écran qui est aligné avec le pied. Et puis évidemment, là il est dans sa position la plus haute, vous pouvez aussi le descendre, il descend relativement bas quand même. Même s'il faut faire attention avec les câbles, puisque ça bloque un petit peu quand on veut descendre trop bas. Donc voilà en ce qui concerne les réglages. Tout est dans le manuel, hein, si vous voulez savoir exactement les angles d'orientation, etc. Mais en tout cas, c'est classique, on va dire, un écran qui se règle dans toutes les positions. Il y a certains bras, souvent, enfin certains pieds, qui limitent un petit peu le réglage. Ici, c'est pas le cas, vous avez un réglage à peu près dans tous les axes. Dernière chose, la bascule. Cet écran est en capacité de faire une bascule par pivot sur la gauche ou sur la droite, donc à 90 degrés évidemment. Mais je vais vous faire une bascule d'un seul des côtés parce que bon, de l'autre côté les câbles vont être trop tendus. Quand vous faites la bascule, faites hyper attention. Ce sont des écrans qui sont lourds, encombrants, donc attention à ce que vous avez autour. Là j'ai l'écran, j'ai l'enceinte derrière. Et attention aussi à la position de votre écran. Il faut absolument qu'il soit en position la plus haute possible, si évidemment vous le gardez sur le pied d'origine, la position la plus haute possible, et n'hésitez pas à l'incliner de manière à limiter le risque de taper l'angle, soit sur le bureau, soit sur le pied. Et donc ensuite, vous y allez tranquillement et vous le faites pivoter, vous allez voir, ça pivote tout seul. Alors j'en profite pour vous montrer le menu, vous allez voir que le menu va pivoter lui aussi tout seul. Voilà, on le voit ici. Quand vous êtes au format portrait, là vous pouvez vous permettre de remettre l'écran droit, et voilà ce que ça donne. Honnêtement, il le gère bien, mais vous voyez ici que l'image de Windows n'est pas basculée automatiquement. Contrairement à cet écran-ci, quand on fait une bascule paysage portrait, il est capable automatiquement non seulement de faire la bascule de menu, mais aussi de faire la bascule d'image. Et c'est autrement plus agréable. C'est sûr que vous ne basculez pas tous les jours, donc vous pouvez aller dans Windows, dans les réglages, et lui demander de basculer l'affichage, mais c'est vrai que quand l'écran le fait automatiquement, c'est autrement plus agréable. Donc ici, c'est pas le cas, vous avez une bascule des menus, donc ça veut dire qu'il a le gyroscope intégré pour pouvoir gérer ça, mais il n'a pas le retour à Windows du mode d'affichage. C'est plutôt dommage. Voilà en tout cas pour la bascule, je vous la refais une deuxième fois, donc faites très attention, vous voyez que si je ne l'incline pas, on est ici au maximum en hauteur, ça tape, hein. Ici vous voyez je ne peux pas pivoter, donc on l'incline vers l'avant et on le pivote, en faisant très attention, évidemment, à une deuxième fois, à ce qu'il y a tout autour de vous. Et ensuite vous pouvez à nouveau le remettre droit et le redescendre pour le mettre à la position que vous voulez. Donc on voit que la gestion des câbles est beaucoup moins bonne que cet écran-ci. Vous devez tirer sur les câbles pour être sûr qu'ils ne soient pas tendus, pour que ça ne pose pas de problème. Et c'est en particulier dû au fait qu'il y a un très grand écart entre ici le trou et l'endroit où sont fixés les câbles. Comme il y a de la distance, quand on pivote, cette distance augmente et donc les câbles sont tirés. Évidemment, l'autre chose super intéressante, c'est le support du HDR. Donc on le voit ici, je viens de l'activer, donc dans Windows 10 ou Windows 11, peu importe. Si on va dans les paramètres d'affichage avancé, c'est une dalle qui est, alors classique, haut de gamme évidemment, Minidal et compagnie, hein, vous l'avez compris, je ne vais pas le répéter tout le temps. C'est une dalle 4K, donc c'est du 2160p, donc vertical, sur 3840 en horizontal. C'est une dalle 60 Hz, non overclockable, à ma connaissance elle est bloquée en 60 Hz. Ça c'est vraiment dommage. Je recherche, en fait c'est simple, je recherche cet écran, mini LED, 4K, HDR, mais je le recherche en 75 ou 100 Hz. C'est vraiment dommage puisque le 75 Hz, le 100 Hz, c'est pas juste pour le gaming, donc pour les jeux, pour la fluidité d'image. Même sous Windows, quand vous déplacez par exemple une fenêtre, comme cette fenêtre-ci, le fait ici d'être en 60 Hz, vous voyez des saccades, ça reste bien. Évidemment, c'est la norme, on va dire, mais c'est quand même un petit peu limité. Donc, c'est un petit peu limité. L'autre truc qui est bizarre, c'est que c'est une dalle 8 bits. Je pensais que c'était une dalle 10 bits ou plus. Non, c'est une dalle 8 bits. C'est pas très gênant, mais bon, pour le rendu de couleur, c'est forcément un petit peu moins bien qu'une dalle 10 bits, par exemple. Un traditionnel sur ma chaîne, c'est la consommation. 2 watts, 2 à 3 watts, donc on va dire 2,5 watts, quand l'écran est en mode éteint. C'est-à-dire qu'il est sous tension, et l'interrupteur, le switch à l'arrière, est sur on. C'est beaucoup, surtout que Asus communique sur 0,5 watts, on n'y est pas. J'ai bien coché les deux cases de réduction d'énergie. C'est bizarre. Alors d'ailleurs j'en profite parce qu'il y a des gens qui me disent tiens je rebondis, je parle de consommation d'énergie, je rebondis sur l'actualité, les économies d'énergie, tout ça. Non, ça fait 5-6 ans, même plus que je fais des vidéos. Vous pouvez reprendre mes toutes premières vidéos, je parlais déjà d'énergie, hein, je mesure la consommation d'énergie des produits et en faisant le montage de cette vidéo-ci, je me suis rendu compte que j'avais oublié pour cet écran. Donc moi je suis assez surpris, le 0 watt je l'ai observé mais de toute façon personne ne va aller éteindre l'interrupteur avec, va appuyer sur l'interrupteur puisque je vous ai dit une fois que vous avez mis le capot il est inaccessible.
Donc c'est bien 0 watts, mais ça sert pas à grand chose. La consommation en veille n'est pas de 0,5 watts, et ça c'est surprenant, je vous remontre, hein. On peut le laisser se stabiliser, on est toujours à 2 à 3 watts en continu, ce qui est beaucoup plus que d'autres écrans que j'ai pu tester jusqu'à présent. Et ensuite, écran sous tension, 47 watts. Alors là c'est pareil, je crois qu'Asus communique sur du 25 watts sur la fiche technique, je vous laisse regarder, hein. Moi je vous donne les mesures que j'observe. J'observe plutôt donc 40 à 50 watts. Alors là, à nouveau, ça paraît évident, mais je le reprécise pour les gens qui n'ont pas ce type de connaissances. Un appareil comme celui-là, sa consommation va varier en fonction des réglages que vous faites, donc en fonction du profil colorimétrique, mais aussi en fonction, évidemment, de l'image qui s'affiche. Une image toute blanche, bah forcément, toute la dalle va être allumée, le rétroéclairage va être à fond, donc ça va consommer beaucoup plus, qu'une image sombre qui consommera moins. Donc évidemment, tous les réglages que vous avez ici, les presets plus les réglages que vous avez là en termes de luminosité, principalement, vont avoir un impact sur la consommation. Pour autant, je vous laisse confirmer sur la fiche technique, mais Asus communique sur du 25 watts. Je pense que c'est peut-être vrai dans un cas de figure, et encore, je vais vous montrer, on s'en approche pas, c'est quand on passe en sRGB Energy Star. Donc ici, c'est le cas de figure où on est dans un mode, on va dire, un petit peu dégradé et conforme avec la norme Energy Star. Et quand on est dans ce mode-là, on s'approche de ce que communique Asus. Mais on est sur 34 watts, ce qui n'est toujours pas les 25 watts qui sont sur la fiche technique. Et moi, ça c'est des choses qui sont très problématiques quand je teste du matériel. C'est qu'on ne peut pas se permettre de sortir des chiffres sans derrière avoir une description précise de d'où sortent ces chiffres en fait. Et pour moi, c'est le seul réglage que j'ai trouvé qui s'approche de la théorie, on va dire, de ce qui est sur la fiche technique, et j'y suis pas. Un dernier truc, c'est que vous pouvez, si vous le souhaitez, le brancher sur un smartphone ou un ordinateur portable en USB-C, et il rechargera smartphone ou ordinateur portable. Je vous le montre pas là dans cette vidéo-ci, vous le verrez dans la prochaine, c'est vraiment un point de détail. Cet écran-ci le faisait aussi, c'est du Power Delivery USB-C, donc très classique, mais il y a beaucoup d'écrans qui ne le font pas encore, donc ça vaut le coup de peut-être d'en parler rapidement. En tout cas, si vous êtes équipé d'un smartphone comme un smartphone ici Samsung, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur Samsung DeX. Dès qu'on va le brancher en USB-C, et si on active la fonctionnalité DeX, vous allez pouvoir le convertir un petit peu en ordinateur portable, ce smartphone. Vous branchez dessus un clavier, une souris sans fil. Vous avez l'écran ici qui ressemblera à un écran de bureau. Et donc ce tout petit engin pourra vous servir d'ordinateur portable, de dépannage, pour aller consulter des choses sur internet ou travailler rapidement. Donc très pratique, le fait d'avoir la charge incluse directement et évidemment aussi la brique de l'alimentation en fait directement incluse dans l'écran, ça permet de gagner de l'espace sur un bureau. Vous n'avez pas de chargeur additionnel qui traîne quelque part. Tout est fait comme ça, directement intégré. Et quand on travaille avec un ordinateur portable, c'est drôlement pratique de mettre un seul câble et d'avoir tout qui est intégré. Par contre, contrairement à cet écran-ci, c'est le strict minimum. Vous avez donc la charge et on va dire un hub USB-C. Cependant là, vous avez le hub USB-C intégré à l'USB-C de la prise, et vous avez en plus de l'Ethernet, avec une carte réseau Ethernet pour aller sur un réseau câblé, plus une webcam que j'utilise plus maintenant puisque j'utilise la Brio 4K de Logitech qui est largement meilleure en termes de qualité, mais vous avez en plus la webcam intégrée dans l'écran. Ici c'est le strict minimum on va dire pour ce type d'usage. Par contre bon, ça reste un écran qui est plus orienté on va dire encore retouche, images et compagnie, donc c'est normal aussi de mettre moins de gadgets on va dire dans l'écran et de se focaliser sur vraiment le point clé qui est la retouche d'image. Voilà en ce qui concerne cette première vidéo, je pense que ça fait un bon résumé des capacités de l'écran. Vous avez vu ce que je voulais vous partager. Vous n'avez pas évidemment mon opinion sur cet écran, je vous la donnerai dans la prochaine vidéo. Je vous le répète, n'hésitez pas si vous avez dès à présent des questions sur cet écran qui ne seraient pas répondues, soit par cette vidéo-ci, soit en consultant différentes pages Asus, pour voilà, comprendre à quoi sert l'écran et comment l'utiliser, vous pouvez me les poser, ces questions, et si je trouve que c'est pertinent pour la deuxième vidéo, j'inclurai les réponses dedans pour pouvoir, comme ça, vous répondre. Si c'est un écran qui vous intéresse, ou si c'est une gamme qui vous intéresse, ça vous permettra comme ça d'obtenir des réponses. Voilà en tout cas en ce qui concerne donc, cette première vidéo. Voilà, maintenant je vais me laisser quelques semaines, travailler en double écran 32 pouces, c'est très confortable, je dois l'avouer, surtout d'ailleurs professionnellement parlant. Pour mon usage particulier, un petit peu moins. Je pourrais me contenter d'un deuxième écran beaucoup plus petit, mis en format portrait, ça suffirait. Au moins pour avoir tout ce qui est chat et compagnie déporté de l'écran principal. Mais là, c'est vrai que quand même, c'est au niveau productivité quelque chose qui est extrêmement intéressant. Et il me reste aussi à calibrer les deux écrans de manière similaire, parce que là, quand je déplace une fenêtre
d'un écran à l'autre, j'ai vraiment des différences de teinte, de couleur, etc. Il faut que je règle ça, parce que c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Voilà en ce qui concerne donc cette vidéo sur cet écran Asus ProArt 32 pouces. J'espère que le sujet vous intéresse, et puis je vous donne un rendez-vous dans quelques semaines pour la suite de cette vidéo, et puis sinon vous aurez le reste de mon contenu habituel sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.